Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin pour développer l'actualité nationale. La désinfection et le lavage des rues du district d'Abidjan a débuté hier nuit à Cocody-Saint-Jean sous le regard de certains membres du gouvernement. Après Cocody, la délégation conduite par Anne-Désirée Oloto, soutenue par le ministre Paulin Claude Danho, Eugène Akaole et le gouverneur du district d'Abidjan, a pu s'imprégner de l'effectivité de cette opération également dans les communes de Marcory, Koumassi, Plateau, Atekobe, Yopougon, Adjamé, Abobo et Bingerville. L'opération, qui va durer 15 jours, vise à lutter contre la maladie à coronavirus. Concernant le point de la situation sur le Covid-19 en Côte d'Ivoire, 3 nouveaux cas ont été enregistrés. Cela porte à 168 le nombre de cas confirmés et déclarés positifs. On dénombre 6 personnes guéries et malheureusement un décès. Le point de la situation avec le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaole. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 30 mars 2020 3 nouveaux cas d'infection à coronavirus Covid-19, portant à 168 le nombre total de cas confirmés, 6 guéris et un décès post-mortem intervenu le 27 mars 2020 d'une dame de 58 ans ayant des antécédents diabétiques et rentrée en service de réanimation le 25 mars et prélevée le 26 mars 2020. Restez chez vous et contactez de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101 et 125. Nos équipes d'intervention rapide se rendront auprès de vous pour votre prise en charge. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique met en œuvre plusieurs actions pour assurer la prise en charge des cas à Covid-19. Cependant, pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie, de respecter strictement les mesures barrières mises en place par les autorités et mieux, de les intégrer dans vos habitudes quotidiennes. Le Covid-19 est une maladie grave, mortelle et très contagieuse. Réduisez vos déplacements le plus possible. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la responsabilité de tous pour lutter efficacement contre cette pandémie et remercie le personnel soignant pour son dévouement. Ce lundi, le ministre du Tourisme s'est prononcé sur l'implication de son département dans cette riposte au Covid-19. Cette implication consiste au déploiement de la logistique sur les sites retenus pour l'accueil des personnes malades. C'était lors du point presse quotidien animé par les membres du gouvernement. Mama Traoré. C'est vrai qu'on porte tous des gants, mais dans les mesures barrières, il n'y a pas de port de gants. Donc ne portons pas des gants. Les mesures barrières sont lavez-vous les mains et utilisez du gel hydroalcoolique. Mais lorsqu'on met un gant, on ne se lave plus les mains. Or, il faut se laver les mains. Les gants vont transporter le virus partout. Donc, c'est très déconseillé de porter un gant. L'autre inconvénient de cette pratique déconseillée, c'est qu'il réduit la possibilité d'offrir des gants au personnel de santé dans un contexte où l'offre mondiale n'arrive pas à couvrir la demande. Dans cette politique de riposte au Covid-19, le directeur général de la santé assure que la protection du personnel soignant est inscrite au rang des priorités. Monsieur le ministre a reçu les syndicats pour échanger. La principale préoccupation, et nous la partageons, c'est comment les protéger face au Covid-19. C'était l'absence d'équipements de protection individuelle, les masques, les gants, les surblouses. Nous avons reçu les dons qui nous permettent d'attendre que nos commandes qui sont passées puissent aboutir. Vous savez, les commandes qu'on passe maintenant, c'est au moins une semaine. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous allons livrer tous les hôpitaux qui en ont besoin. Et donc, il faut qu'on comprenne que l'État fait de nombreux efforts pour cette lutte. Aux côtés du ministère de la Santé, le ministère du Tourisme est chargé de déployer la logistique sur les sites retenus pour la prise en charge des malades.
dans une quinzaine de jours, d'ici le 15 avril, sûrement nous allons atteindre une période de pic. Et si cette période arrivait, quelles étaient les dispositions du point de vue de la logistique qu'on déployait à l'effet de pouvoir absorber tous les cas qui se présenteraient à nous. Et c'est à cette problématique que nous répondons en envisageant dans les mesures de riposte le déploiement d'infrastructures sur l'ensemble du territoire, mais principalement pour Abidjan qui constitue le foyer de la pandémie sur notre territoire. Il va sans dire que bien des établissements ont été retenus. Il s'agit notamment du parc des sports, comme je l'évoquais tantôt, du stade Jesse Jackson de Yopougon, et il y a aussi le stade Champrou et bien d'autres entités qui ont été retenues. Au premier jour de l'entrée en vigueur de la mesure d'isolement du Grand Abidjan, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile déplore une forte demande d'obtention de laissez-passer. Nous nous sommes étonnés ce matin, surpris au constat de voir que déjà à midi, nous avions plus de 300 cas de demande, donc de laisser-passer, comme si nous étions dans une situation normale. Et donc, 85% de ces cas portent essentiellement sur des questions d'assistance funéraire, aller donc faire des obsèques à l'intérieur du pays et un peu partout. Je voudrais ici en appeler à la conscience de nos compatriotes, parce que l'heure est grave, qu'il va falloir que chacun de nous fasse sa part de sacrifice en acceptant les mesures édictées par le chef de l'État et son gouvernement. Tous les demandeurs de laissez-passer sont désormais priés de s'adresser à l'École nationale de police. Depuis dimanche minuit, la mesure est entrée en vigueur. Toute personne qui voudra sortir de la ville d'Abidjan et de plusieurs autres communes non loin de la capitale économique devra se munir d'une autorisation de sortie délivrée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Hier, notre équipe de reportage s'est rendue au corridor de Jesco et d'Anyama pour voir si cette mesure gouvernementale est respectée. Et la réponse, c'est oui. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Prochain retour de l'information à 6h30. Mais avant, je vous propose de suivre le point presse international concernant le Covid-19. La pandémie Covid-19 touche l'ensemble des pays de la planète en même temps ou presque. 177 pays rapportent des cas avec un total de 745 000 cas et près de 157 000 patients guéris. Les États-Unis rapportent le plus grand nombre de cas dans le monde, plus de 144 000, l'Italie près de 98 000, l'Espagne plus de 85 000, l'Allemagne 64 000 et l'Iran 41 500. Le total des décès de cas confirmés est de 35 300. L'Italie et l'Espagne sont les pays qui rapportent le plus grand nombre de décès, devant la Chine, 10 779 morts en Italie, 7 340 en Espagne, plus de 3 300 en Chine et plus de 2 750 en Iran. Les États-Unis observent aussi une forte augmentation du nombre de décès avec 2 572 décès. En France, nous affrontons une épidémie inédite, entraînant un impact sans précédent sur le système de santé et tout particulièrement sur les établissements de santé, leurs équipes, les réanimations et donc tout le personnel. Une épidémie sévère, meurtrière, avec un virus très contagieux, de diffusion rapide, qui touche le territoire métropolitain et les Outre-mer. Résultats les plus importants, les données hospitalières, les données de l'hôpital, 717 établissements de santé qui nous démontrent l'impact sévère de ce virus et de l'épidémie en cours. Plus de 21 000 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection Covid. Dans les Outre-mer, à La Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe, on relève notamment 148 hospitalisations, dont 30 en réanimation, 41 retours à domicile de personnes guéries, 7 décès, 3 en Martinique, 4 en Guadeloupe. 5 107 cas graves nécessitent des soins lourds en réanimation. Je vous rappelle que la réanimation est indiquée lorsque nous sommes en détresse respiratoire ou pour une autre défaillance,
Nous avons donc besoin de respirateurs, d'une surveillance continue, de perfusion, de médicaments, parfois d'un coma artificiel, de soins constants, et donc de toute une équipe compétente, formée, avec des réanimateurs, des internes, des externes, des infirmiers spécialisés de réanimation ou de blocs opératoires formés ou d'anesthésie formés, des aides-soignants bien sûr, des brancardiers, mais aussi tout l'appui logistique de l'ensemble de l'hôpital et des services spécialisés d'imagerie ou de laboratoire. 34% des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans, 59% entre 60 et 80 ans, et 64 personnes sont hospitalisées en réanimation âgées de moins de 30 ans. Aujourd'hui, le nombre d'entrées en réanimation est de 475 patients, 9% de plus. C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation qui est le plus important à surveiller pour prédire notre capacité à prendre en charge les malades les plus graves, mais surtout parce qu'il reflète la cinétique de l'épidémie et son impact le plus préoccupant sur le système de santé. C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation, mais aussi d'admissions hospitalières que nous allons analyser pour évaluer l'impact initial du confinement national que nous vivons depuis maintenant près de 15 jours. 3024 décès sont observés en milieu hospitalier depuis le 1er mars. Mais aussi, c'est important de le dire, 7924 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le 1er mars. Toutes les personnes malades en ville et qui, au bout de 8 jours, n'ont plus de symptômes pendant 48 heures sont aussi guéries et elles sont fort heureusement très nombreuses. Nous avons, vous le savez, en plus de cette surveillance hospitalière, la surveillance en population dite syndromique. Les services d'urgence ont ainsi renseigné 3169 passages hier versus 2939 le jour précédent. Cela représente 20% de l'activité totale pour suspicion donc d'infection Covid. Nous observons 37% d'hospitalisation après ces passages et 3% d'hospitalisation directe en réanimation. SOS Médecins a signalé 1953 interventions lors de la journée d'hier. C'était un dimanche, donc contre 2423 pour la journée précédente. Là encore pour suspicion de Covid, et c'est 23% de l'activité totale. Les laboratoires de ville remontent aussi des données, 24 764 tests réalisés, dont 7 365 positifs, ce qui représente 30% de positivité. À l'échelon national, vous le savez, nous observons un excès de mortalité sur la semaine 12, un excès de 9%. Il n'y a pas de nouvelles données de mortalité, probablement en raison du week-end, mais nous aurons des informations dès demain de l'état civil. Nous combattons tous ensemble l'épidémie de Covid-19 qui touche la France depuis plusieurs semaines, avec désormais 44 550 cas confirmés par PCR. Les consignes de confinement sont très claires. Restez chez vous pour éviter d'autres décès. Restez chez vous pour éviter d'autres cas graves. Pour sauver des vies, restez chez vous. Le système de santé s'est profondément et rapidement adapté et a anticipé les besoins. Le plan blanc a permis de déprogrammer et de reporter toutes les interventions chirurgicales et médicales non urgentes dans tous les établissements de France. Nous avons réaffecté du personnel soignant dans les différents secteurs d'activité pour renforcer les unités les plus en tension. Nous avons fortement augmenté nos capacités en réanimation qui ont doublé dans de nombreuses régions grâce aux efforts de tous, établissements publics, établissements privés. Nous mobilisons des moyens terrestres, ferroviaires, aériens et maritimes sur l'ensemble du territoire national. Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, l'État a mobilisé l'ensemble de ses moyens, notamment pour permettre le transfert d'un certain nombre de patients graves, pour décharger les zones les plus touchées, mais aussi les établissements les plus sous tension, qui connaissent un afflux de patients très important. C'est le cas, vous le savez, des régions Grand Est, mais aussi Bourgogne-Franche-Comté. Plusieurs opérations de transfert ont ainsi eu lieu grâce au dispositif militaire Morphée, au bâtiment de la Marine nationale de porte-hélicoptères, ainsi qu'à la mise en place de TGV médicalisés, mais aussi grâce à la mobilisation de la flotte gouvernementale. En effet, l'État dispose de plusieurs types d'avions. Ces derniers ont opéré plusieurs vols à la demande de la cellule de crise sanitaire la semaine dernière. Cela a permis notamment le retour rapide de 2 équipes du SAMU en Lorraine. C'est des équipes qui avaient encadré l'évacuation de patients par TGV médicalisé vers Bordeaux. Cela a aussi permis de récupérer au plus vite 8 respirateurs
avec lesquels ces équipes étaient parties pour en faire profiter très vite d'autres patients en Lorraine. Ces opérations sont amenées à se répéter au cours des prochaines semaines. En tout temps, notre objectif est de fournir à tous les patients les meilleures conditions de prise en charge où qu'ils se trouvent sur le territoire national. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ces fameux renforts en ressources humaines fondamentaux et en renforts aussi en matériel, et puis que nous avons à chaque fois soutenu les transferts intra- ou interrégionaux. Les opérations vont se poursuivre, l'ensemble du territoire est mobilisé, tous les moyens sont mis en œuvre pour prendre en charge les patients les plus graves. C'est la solidarité nationale. Le nombre de tests augmente de façon importante. La montée en puissance va permettre cette semaine de faire plus de 20 000 tests par jour. Bientôt, des tests sérologiques seront disponibles. Ils nous permettront d'identifier des personnes ayant déjà rencontré le virus et disposant donc d'une immunité. Vous le savez, de très nombreux essais thérapeutiques sont en cours. L'essai européen Discovery, qui teste plusieurs molécules, des antiviraux, des antirétroviraux et d'autres molécules comme l'hydroxychloroquine, a débuté et les premiers résultats devraient être connus bientôt puisque de très nombreux patients sont inclus. Vous le savez, les traitements testés doivent être testés dans un cadre extrêmement précis. L'Agence nationale de sécurité du médicament, après le Haut Conseil de santé publique, rappelle que les médicaments ne doivent être utilisés ni en automédication, ni sur prescription d'un médecin sans cadre réglementaire. C'est important, en particulier pour le traitement du Covid. Il y a un certain nombre de risques, il y a un certain nombre d'effets indésirables, et donc il est fondamental d'être attentif, de signaler par les professionnels de santé ou par les patients tout effet indésirable observé dans le cadre du recours exceptionnel à ces médicaments. Et nous avons un portail dédié, le portail signalement-santé.gouv.fr, qui est fondamental dans cette période où l'on peut voir des usages irrationnels ou des automédications par un certain nombre de molécules. Donc je le rappelle, respectez les posologies, demandez toujours un avis médical et évitez toute automédication. Je souhaiterais terminer par un rappel et peut-être un immense hommage devant la mobilisation totale de nos personnels soignants, mais aussi de toutes les personnes qui les soutiennent, sans laquelle cette montée en puissance que l'on voit très clairement ce soir, des capacités hospitalières, des capacités d'accueil en réanimation des patients les plus lourds, n'aurait jamais été possible dans notre pays. Leur effort est remarquable, leur travail sans répit, et la crise est longue. Ils méritent aujourd'hui, plus que jamais, toute notre admiration et toute notre reconnaissance. Je vous remercie. Une question pour Bloomberg. Quel est le nombre de places en soins intensifs, le nombre de lits de réanimation actuellement, ainsi que le taux d'occupation? Alors, je vous ai donné ces chiffres tout à l'heure. Le nombre de patients actuellement en réanimation est de 5100 personnes infectées par le coronavirus. Nous avions autour de 5000 lits en réanimation en France. Comme vous le savez, nous avons mobilisé toutes les capacités des établissements publics et des établissements privés. Nous avons rajouté des lits. Quand on met un lit en réanimation en plus, c'est toute une équipe qui nécessite d'être présente, et je le rappelais tout à l'heure, avec effectivement des réanimateurs, mais aussi des soignants, des infirmiers, des aides-soignants spécialisés, des laboratoires qui vont surveiller de très près la biologie du patient, de l'imagerie. Donc ce sont toujours des équipements lourds, ce sont essentiellement des ressources humaines, ce sont aussi des matériels lourds, puisque quand on est en défaillance respiratoire, il faut un respirateur spécialisé, on peut avoir besoin d'équipements de dialyse, on peut avoir besoin de seringues électriques, de perfusion. Donc ce sont des équipements extrêmement lourds. Nous sommes actuellement à 5100 patients hospitalisés en réanimation. Nos capacités de réanimation sont montées de 5000 à 7000, puis à 8000, et nous visons 10 000. Donc nous voyons que nous déployons considérablement nos moyens de réanimation. Pourquoi ? Parce que les équipes se mobilisent, parce que tous les établissements y participent, et parce que nous avons déprogrammé. Parce qu'en déprogrammant, nous récupérons des équipes du bloc opératoire, les anesthésistes du bloc opératoire, les infirmières du bloc opératoire, les infirmières anesthésistes. Nous récupérons aussi des moyens de salle de réveil. Donc tous ces moyens permettent aujourd'hui d'assumer cette montée en puissance, et nous avons encore cette ressource dans de très nombreuses régions, même en Île-de-France, où nous pouvons encore accueillir des patients en réanimation. Une question pour pharmaceutique. De plus en plus d'experts redoutent un effet rebond inévitable. Quelle est la stratégie? Comment fait-on si le confinement ne permet pas d'atteindre l'immunité collective? Alors,
Premier enjeu, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons un indicateur très important qui n'est pas celui des morts, qui n'est pas celui des cas confirmés, mais qui est bien celui des arrivées en milieu hospitalier, qui reflète des contaminations survenues environ 15 jours avant. Vous avez été contaminé juste avant la mise en place du confinement. Vous avez à peu près une semaine d'incubation, vous commencez à être malade, vous êtes éventuellement moins bien, et c'est à partir de ce moment-là que vous allez vous adresser à l'hôpital, être adressé à l'hôpital, et vous retrouver soit en hospitalisation classique, soit en réanimation, si votre situation l'exige. Et donc, 15 jours après cette contamination, on observe le passage notamment en réanimation. C'est l'impact de l'épidémie, mais c'est aussi le reflet de cette fameuse évolution que nous devrions voir d'ici la fin de la semaine, qui est liée au fait que le confinement devrait réduire considérablement le nombre de contacts. Parce que nous n'avons pas confiné pour confiner. L'objectif du confinement, c'est de massivement réduire les contacts entre les personnes. C'est pour ça que même quand on sort, on vous demande, parce que vous travaillez par exemple, ou parce que vous allez faire une course, d'être très attentif aux gestes barrières et à la distanciation sociale, parce que notre objectif à tous, tous les jours, c'est d'avoir le moins de contacts possible. Et donc si on réduit les contacts, le virus n'arrive plus à passer d'une personne à l'autre, et le nombre de personnes contaminées doit baisser. Donc c'est ce qu'on observe. À partir de cette fin de semaine, on devrait avoir moins de personnes qui arrivent à l'hôpital et qui arrivent notamment en réanimation. Une question pour TF1. Y a-t-il une baisse en Île-de-France d'admis en réanimation? Est-ce que les chiffres de l'Italie nous apprennent quelque chose concernant la situation en France? Alors, on n'est pas du tout sur une baisse actuellement. On est en pleine épidémie d'extension rapide. Je vous ai encore dit que le nombre de malades graves avait augmenté de 9%. Ce que l'on espère, c'est que cette augmentation soit de plus en plus modeste au fil des jours, parce qu'il faut pouvoir accueillir ces patients dans des bonnes conditions. Il faut des lits de réanimation, et vous savez que les séjours en réanimation pour des infections graves des malades Covid, c'est souvent des séjours de 2 semaines, voire 3 semaines. Donc il y a un enjeu de capacité de prise en charge et de prise en charge optimale des patients. Nous ne sommes pas du tout aujourd'hui sur une sortie de confinement. Nous sommes déjà à quelques jours d'une capacité d'évaluer l'impact du confinement. Les Italiens nous rapportent et publient des données sur un relatif ralentissement de l'épidémie. Les Français doivent bien comprendre aussi que le chiffre de décès, qui est toujours très impressionnant, reflète finalement des contaminations et une histoire assez longue, des contaminations qui sont survenues il y a plusieurs semaines. Et donc, c'est pourquoi nous allons nous focaliser sur cette cinétique de l'épidémie et sur ces personnes qui vont être hospitalisées et qui auront besoin de réanimation. Question pour France 2, envoyé spécial. Quand a été passée la première commande publique de masques FFP2 depuis le début de l'épidémie en janvier et en quelle quantité? Pourquoi avoir refusé l'aide des labos de ville, privés, de recherche et vétérinaires pour effectuer davantage de tests? Alors, premièrement, sur les masques, nous allons donner tout l'historique des masques. Donc, je ne veux pas vous donner les dates de commande, sur d'autant que le stock stratégique est piloté par Santé publique France. Mais il y a un suivi des stocks stratégiques par Santé publique France, une doctrine de masques qui a été validée au fil des ans sur les types de masques qui devaient être stockés. Et je vous rappelle que les établissements de santé en particulier ont leur propre stock de masques, en particulier masques FFP2, puisqu'ils les utilisent au quotidien pour de nombreuses indications, que ce soit en laboratoire ou que ce soit pour prendre en charge des patients tuberculeux. Donc on a à la fois cet enjeu de protection par les masques chirurgicaux, de stock stratégique d'une part, et puis de stock des établissements de santé. Kwa dekun coronavirus go kwa kwa data kwa me wenu ta kwa dogbe ke coronavirus ba yarop me kwa won man ke won kwa ministère kwa down ye wa ma OMS o ponta do mete pam e ma down ye o ble kwa ka ko ba kwa ko zu sa yika kwa ko zu sa yi de o su we na gwe kwa ma kwa ko zu ka kwa papa dombo e kwa nyunso kwa kero kwa gbire yazi kwa kasono kwa bokwa jouer kwa ko to kwa ko kwa do kwa ko kme me wa ro lu kwa zuro ba truka wika baro pe ugbe karo lu kwa de dogu va zuro pepe de kwa ba ke kwa nyun kwa ko kre karo ni ra ka tu negu
On a blé puis tout 143 ou 101 année. Non, à peine Côte d'Ivoire n'est bon. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite les entreprises publiques et privées, les institutions, les artistes, les sportifs, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans la chaîne de solidarité en vue de soutenir les personnes vulnérables face à la pandémie du coronavirus. Les dons sont reçus tous les jours de 8h à 16h sur les sites suivants: Abidjan, cabinet Plateau Tour E, 13e étage, Programme national de cohésion sociale, PNCS, Riviera 4, Fonds national de solidarité, FNS, Riviera Bonhomien. Intérieur du pays, les directions régionales du ministère de la Solidarité. Agissons ensemble pour stopper la propagation du Covid-19 et vaincre ce monstre. Tous responsables, tous solidaires. Infoline 2023 91 75 77 27 87 48 05 20 20 02. Attention coronavirus. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Stoppons la propagation du coronavirus. Soyons disciplinés et adoptons les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Se laver régulièrement et correctement les mains avec de l'eau et du savon. Ou utiliser une solution hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. Le jeter après chaque utilisation. Saluer sans se serrer la main. Éviter les accolades et les embrassades. Éviter de manipuler ou de consommer de la viande de brousse. Éviter les rassemblements et respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres personnes partout où vous vous trouvez. Éviter les déplacements non indispensables. Pour plus d'informations, appelez le 143 ou le 101. Protégeons-nous. Protégeons les autres. Ensemble, stoppons la propagation du coronavirus. Ceci est un message de l'État de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera marquée par un temps généralement nuageux, progressivement dominé par le soleil dans les régions du nord à la bande centrale. Au sud du pays, quelques pluies faibles seront observées en début de période, notamment au sud-ouest, et par la suite, le temps y sera ensoleillé. Pour les variables de cette matinée, 26 degrés à Abidjan et à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, 24 à Boaké, 23 degrés à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, 26 à Korogo, 22 degrés à Mont, 25 à Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 25 à Sassandra, 24 degrés à Tabou et enfin 23 degrés à Yamoussoukro. Le début d'après-midi sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. Mais en milieu ou en fin de période, l'effet cumulé de l'insolation et de l'humidité occasionnera des foyers orageux isolés, accompagnés d'averses de pluie, notamment dans les régions du nord-est, de l'est, du centre, de l'ouest, du sud forestier et du littoral. Pour les températures de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 33 à Boaké, 34 degrés à Daloa, 36 à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 36 à Korogo, 34 degrés à Mont, 35 à Odiéné, 31 degrés à San Pedro, 32 à Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre fidélité à ce point du temps et très belle journée à toutes et à tous.
Merci de nous rejoindre dans ce nouveau développement de l'actualité, en condensé de l'actualité africaine et internationale. Bienvenue. On démarre en Afrique du Sud où le confinement total a été déclaré pour enrayer la propagation de l'épidémie de Covid-19. Les forces de l'ordre tentent de faire respecter les consignes. La police et l'armée ont été déployées dans certains townships et quartiers défavorisés. Plusieurs personnes ont été arrêtées. Et puis, vous allez le voir sur ces images de l'AFP en Afrique du Sud. La police patrouille dans les rues de Soweto au 4e jour du confinement national. La mission qui est de veiller à ce que les petites entreprises ou alors les entreprises informelles et les petits commerces restent fermés s'avère problématique dans les zones les plus pauvres du pays. En Chine, à Wuhan, la ville qui a été l'épicentre de la pandémie de coronavirus, les habitants continuent de se faire dépister. Après une quarantaine de 2 mois, la ville rouvre prudemment ses portes avec un assouplissement des restrictions de voyage. Le berceau, ou alors le pays berceau de la pandémie, recense officiellement près de 3330 morts du Covid-19. En Arabie Saoudite, plus de 5 millions de masques de protection illégalement stockés ont été saisis au cours des derniers jours par les autorités saoudiennes. C'est ce qu'a rapporté dimanche l'agence officielle du pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 parmi les pays arabes du Golfe. Dimanche donc, le ministère de la Santé saoudien a annoncé 4 nouveaux décès dans le pays, portant le bilan à 8 morts. Au total, près de 1300 cas d'infection au nouveau coronavirus ont été déclarés, faisant de l'Arabie Saoudite le pays, je le rappelle, le plus touché dans le Golfe après l'Iran. Les amateurs de sport peuvent déjà inscrire les dates dans leur calendrier. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, reportés en raison de la pandémie de coronavirus, ouvriront le vendredi 23 juillet 2021, soit quasiment 1 an jour pour jour après la date initialement prévue, et se clôtureront le 8 août, ont annoncé hier les organisateurs. Cette annonce intervient moins d'une semaine après la décision par le Comité international olympique et le Japon du report historique des Jeux qui devaient initialement ouvrir le 24 juillet 2020. À la suite d'inquiétudes et de pressions grandissantes de la part d'athlètes et de fédérations sportives face à la crise sanitaire mondiale. Point final, merci de votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci Régis Kofi. Bonjour à tous. Merci en tout cas de nous suivre. Après ce bref point de l'actualité africaine et internationale, nous poursuivons le conducteur de ce jour, mardi donc, avec bien sûr toutes les composantes. Nous aurons notre invité e-digital, Monsieur Cyriaque Gbogou, qui nous parlera bien sûr de l'initiative citoyenne sur le digital, parce que force est de constater que de plus en plus on se renseigne via les réseaux sociaux, mais comment organiser tout ceci? Il nous donnera des tuyaux. C'est pas tout, on aura également la présence de maître Nambeya Arthur Ouattara, avocat, pour nous parler de la mise en danger de la vie d'autrui, un sujet d'actualité dans cette période, n'est-ce pas Marco? Bonjour. N'est-ce ma très chère Alix, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être en notre compagnie pour Matin Bonheur qui s'édicte ainsi en ce mardi, 2e jour ouvré de la semaine. J'espère qu'on a quand même le moral malgré bien sûr le désespoir ambiant, on espère qu'on va s'arc-bouter sur tout ce qui nous rend heureux, la famille, les amis, la religion, afin de pouvoir sortir vainqueur de cette pandémie-là. Dans un instant, on aura bien sûr Cyriaque, si vraiment on a la chance de la voir, parce que c'est pas évident d'aller d'un point A à un point B avec toutes ces mesures restrictives pour le bien des uns et des autres. Et puis on aura dans quelques instants aussi un sujet très important, Alix l'a dit, la mise en danger de la vue d'autrui, comment cela se décline concrètement, quelles sont les dispositions à prendre, qu'on soit père de famille ou chef d'entreprise, chef de famille, chef d'entreprise, c'est selon. On va en discuter avec maître Nambeya. On aimerait vraiment le remercier parce qu'il a accepté d'être avec nous. C'est pas évident par ces temps qui courent. Matin Bonheur, c'est parti, réalisation Jacques Brou. On commence maintenant. Et on ouvre cette revue de presse, bien sûr, avec Monsieur Renaud Kobia. Bonjour à vous. Bonjour Alix. On démarre avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui se porte bien, nous dit-on.
Bonjour Marco et bonjour à tous ceux qui nous suivent. En auto-confinement depuis le mardi 24 mars 2020, après avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a annoncé hier dans un communiqué qu'il a été testé négatif à 2 reprises. Le Premier ministre, dans ce communiqué, a aussi exprimé sa gratitude à toutes les personnes qui lui ont manifesté soutien et affection à cette occasion. Épidémie à coronavirus, véritable escalade dans notre pays. Oui, selon Soir Info, 6 ministères sont fermés et des institutions internationales sont touchées. Le confrère révèle que des agents de l'État, des fonctionnaires nationaux et internationaux sont confinés. Plus de précisions dans Soir Info. Et on nous apprend que les lignes bougent dans le bon sens concernant la lutte contre le coronavirus dans notre pays. Tout à fait, car des solutions sont en train d'être mises en route. Selon l'Inter, une réunion a été convoquée en urgence pour statuer sur la production de la chloroquine dans notre pays et particulièrement au village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Bassam. Le confrère indique aussi que face à la grogne de certains syndicats de la santé en cette période de crise, le gouvernement va instituer une prime de risque pour le corps médical. Et puis toujours lutte contre le Covid-19, Fraternité Matin se fait un petit point de la situation sur le terrain. Oui, le confrère propose un reportage aux frontières du Mali et du Burkina Faso qui sont sous haute surveillance sanitaire et sécuritaire. Selon le quotidien pro-gouvernemental, les mesures sanitaires préventives sont bien suivies à Ouangolo. Concernant l'isolement d'Abidjan, il indique que les entrées de la capitale économique étant bouclées, les gares routières sont désertées. Et sur la question des demandes de sortie d'Abidjan, Fratmat révèle que tout se passe désormais à l'École nationale de police. Et toujours dans l'axe de la sensibilisation sur le danger du Covid-19, le patriote continue de tirer la sonnette d'alarme. Tout à fait, ce n'est pas du jeu, c'est avec ces mots que le confrère espère créer l'électrochoc qui va faire prendre conscience de la gravité de la situation à tous, car selon lui, devant la multiplication des cas et surtout le premier décès enregistré en Côte d'Ivoire, il est temps de se réveiller car la menace est réelle. Le confrère appelle à une prise de responsabilité collective et interpelle sur les dangers de l'automédication. Et puis, restriction par rapport à la propagation du coronavirus, les autorités ivoiriennes font une faveur aux journalistes. Tout à fait, une dérogation spéciale est faite pour les journalistes ivoiriens qui peuvent circuler librement à toute heure et sur toute l'étendue du territoire national pour exercer leur profession. Selon Jean-Claude Coulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, tout journaliste détenteur de la carte de l'UNJCI et de la carte d'identité de journaliste professionnel CIJP peut bénéficier de cette faveur. Alors, on termine cette revue de presse. Comme annoncé, la désinfection des rues du district d'Abidjan a débuté hier. Oui, c'est Cocody qui a accueilli la première étape de cette opération qui concerne les 10 communes d'Abidjan ainsi que celles d'Anyama, de Benjerville et de Songon. Prévue pour durer 15 jours, cette activité qui est conduite par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité s'étendra aussi au marché du district d'Abidjan. Merci mon très cher Renaud. On vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain, toujours aux alentours de cette heure-là, pour égrener le chapelet donc, de journaux et vraiment profiter de l'occasion pour saluer tous nos confrères de la presse écrite qui, franchement, abattent un travail colossal en ces temps difficiles. Matin honneur de ce dernier jour du mois de mars 2020. Demain, on entre dans le 4e mois de l'année, le mois d'avril, un mois magnifique qui nous annonce beaucoup de belles promesses avec rétablissement, tout ça. On va passer de très bons moments dans ce mois d'avril, là, n'est-ce pas, ma très chère Alix? Ah oui, vous ne croyez pas si bien dire, un mois spécial cher à nos cœurs. À nos cœurs, au pluriel. Hein. Oui. Cœur au pluriel, hein. Le mois des béliers. Allez, Matin Mana se poursuit avec... des taureaux. Et des taureaux se poursuit, mesdames et messieurs, avec maintenant l'instant fitness. Pour ceux qui sont décontractés un tant soit peu, ça fait du bien. On y va. Bonjour, je vois à la maison. Quoi de pour vous servir? Aujourd'hui, cardio avec le bâton. Ok? Nous allons déplacer, transpirer, mais d'abord, mesure de sécurité, le gel main. Ok? Ok. 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 Changement de comportement. Ok? Là, nous respectons les 1 mètre de distance entre nous. Ok. Donc, restez chez vous à la maison, pratiquez le sport. Pour lancer la température du corps tout doucement, ok? Jeune échauffement avec bâton, ok? Voilà. Je vais s'apprêter à chauffer le corps pour les 6 étirements qui vont suivre. Ok, tout doucement. Oh, avec bien sûr le sourire toujours. Ok. Là, dans cette posture, séparez les jambes. Sortez les mains tout doucement.
serrez fessiers, contractez abdos et basculez légèrement en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reviens tout doucement. Bascule avant, avec toujours bâton, les mains bien séparées, pas de flexion au niveau du coude. Le dos reste droit. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Flexion au niveau du genou. Remonte tout doucement le buste d'abord en arrière. Et pousse sur les jambes. Ok, grandis légèrement là. Ok, serre toujours fessier, contracte abdos. Sur la hanche, bascule côté gauche. Et reste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Reviens tout doucement. Change côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on revient. Tout doucement. Tout doucement. Ok. Descendez. Et restez. 1, 2, sortez la main. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pousse sur la jambe, remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Rejoins les jambes. Tout doucement. Ok. Place au déplacement avec bâton. Ok. Bouge là. Le bâton pousse léger. Bouge là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, prends le jette. Côté. Bouge là. Bouge. Bouge. Là. Mouvement. Déplace. Cardio. Bouge. Continue. Marche. 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 Comme un soldat. Toujours saisi de son bâton. Là. Pose bâton. Ok. Change de main. On part ensemble. Changez. Ok. Reste devant bâton. Et mets un bâton là. Ok. Grandis. Là. 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 Bien. Continue. 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 Ok. Grandis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ans. À bientôt. Le sport, c'est dur, mais c'est vital. À bientôt. Bye bye. Et respectons toujours les consignes de sécurité. Et voilà, Alix, voilà. On est déjà là. Ben oui. Après ces quelques exercices distillés par notre cher coach Diabaté, qui est toujours très en train à nous emmener des bonnes ondes, on revient sur ce plateau en compagnie de maître Ouattara Arthur Nambeya pour parler bien sûr de la mise en danger de la vie d'autrui. Mais avant, on aurait quelques petites informations à donner, hein, toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À ces demi, il faut respecter les mesures et consignes de protection du Covid avec un nouveau bilan datant d'avant-hier. Sinon, hier, nous sommes passés à 168 à se laver les mains avec de l'eau, du savon ou du gel hydroalcoolique, respecter la distance sociale d'1 mètre entre les individus, porter des masques et des cache-nez, éviter les gants. On nous a dit hier au JT de 20h, ça inhibe un peu le réflexe de laver les mains, tousser dans des mouchoirs et les jeter dans la poubelle ou dans le creux du coude. En cas de fièvre ou de signes avérés, appeler son médecin ou se rendre dans un centre hospitalier. On a des numéros verts, le 143, le 125 et le 101 pour toute information. Voilà, on passe maintenant à notre thématique droit, juste après le jingle de Jacques Brou.
Le code pénal a été instauré, mesdames et messieurs, afin de réguler la vie sociale par la stricte observation des lois et la mise en œuvre de la sanction. Alors, mesdames et messieurs, l'actualité est préoccupante, vous le savez, due à la lutte contre le Covid-19, nous donne de voir appliquer par les juridictions des peines pour une mise en danger d'autrui. La phrase est lâchée. Mise en danger d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Surtout en ces périodes de pandémie où des personnes peuvent être infectées et aller infecter d'autres personnes ou se savoir infecter et se promener dans des sociétés ou bien des responsables de sociétés qui, vu la dangerosité du travail de leurs collaborateurs, sont passifs au moins sur certains aspects du métier. Alors, pour cela, Matin Bonheur, qui s'arrive toujours à l'actualité, a invité un des avocats parmi les plus disponibles du barreau en ce moment, parce que ce n'est pas facile de les avoir. Actualité oblige. Encore une fois, merci, maître. Je vous en prie. Merci infiniment. Et puis, première question comme ça, quand on entend mise en danger d'autrui, on a un peu peur. C'est quoi la mise en danger d'autrui? Mais je vous remercie de cette opportunité que vous nous offrez. Alors, l'infraction de mise en danger d'autrui, qui est différente de la qualification française, est une infraction qui est toute nouvelle. Elle a été instaurée par le nouveau code de procédure, pardon, le nouveau code pénal qui est prévu par la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019. De ce point de vue, la Côte d'Ivoire a pris les traces ou a suivi l'exemple français, puisque cette disposition est prévue par le code pénal français depuis 1992. Alors auparavant, cette infraction n'existait pas. Il s'est agi pour le législateur de consolider l'incrimination au titre de la violation de certaines dispositions de sécurité en matière de code de la route, du code du travail, du code de l'environnement, du code des transports, du code de la consommation. Bref, certains comportements d'imprudence étaient donc prévus par des textes épars. Donc le législateur a voulu regrouper sous le vocable de mise en danger d'autrui. Et effectivement, votre introduction d'entrée de jeu nous permet de dire simplement que cette incrimination nouvelle n'est pas encore appliquée, à tout le moins c'est un texte nouveau, nous n'avons pas encore de décision ivoirienne, ce qui va nous obliger quelquefois à recourir à des dispositions, enfin à des décisions françaises. Alors, maître, dites-nous, qui est concerné par cette loi? Alors, avant de dire qui est concerné par cette loi, il est important de dire déjà qu'est-ce que la mise en danger d'autrui. Exactement. Alors, selon l'article 393 du Code pénal ivoirien, constitue la mise en danger d'autrui toute violation manifeste et délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par la loi ou les règlements. On parle donc d'une infraction, comme je le disais tantôt, qui est nouvelle, mais qui est une infraction non intentionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une infraction non intentionnelle? Je vais prendre un exemple bien précis. Celui qui se rend coupable de vol a pour motif ou a pour but de s'accaparer un bien qui appartient à autrui. Alors que dans le cas de l'infraction non intentionnelle, il ne s'agit pas de dire que celui qui a exposé autrui au danger voulait ce résultat. Mais un faisceau d'indices et de son comportement permet de l'incriminer pour mise en danger d'autrui. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les juridictions doivent rechercher 4 éléments pour que cette infraction soit constituée. Le premier élément, c'est l'existence d'une obligation particulière de sécurité et de prudence, prévue par la loi ou le règlement. Ici, il faut qu'un texte particulier qui relève de la loi ou du règlement ait prévu un comportement ou une attitude de prudence. Je vous donne un exemple. Le code de la route prescrit que sur l'autoroute du Nord, enfin sur les autoroutes, la vitesse maximum autorisée est de 120 km/h. Donc toute personne qui excéderait cette vitesse se rendrait coupable naturellement du délit d'excès de vitesse. Mais toute personne qui se rendrait coupable de cet excès de vitesse en zigzagant entre des véhicules violerait certes le code de la route, mais mettrait également les autres usagers de la route en danger. Donc, qu'il y ait ou pas d'accident, c'est une mise en danger d'autrui. Donc, voici comment, à partir de textes un peu éparpillés dans l'arsenal juridique, on en arrive donc à relever donc, cette obligation de prudence. Deuxièmement, il faut une violation délibérée. Bien sûr, ça, je vais un peu choquer nos auditeurs. La violation délibérée consiste pour une personne qui est astreinte à cette obligation
mais de passer outre. Tout à l'heure, Marco en parlait. Imaginons qu'une personne soit atteinte du Covid-19, diagnostiquée, confinée. Donc, logiquement, le confinement devrait avoir lieu dans un établissement surveillé. Et puis, cette personne s'échappe et se balade en ville. Cette personne se rendrait coupable de la mise en danger d'autrui. Attention donc à nos attitudes laxistes. Le troisième élément, c'est l'exposition directe d'autrui. Alors, c'est vrai que vous me direz, mais autrui c'est qui? Mais c'est mon prochain, c'est mon voisin, c'est mon ami, voilà, c'est toute personne physique comme moi qui pourrait être victime de mon comportement ou de la violation délibérée. Et enfin, le quatrième élément, c'est que le risque qu'on fait courir à autrui devrait être un risque immédiat de mort ou de blessure, de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Donc attention à nos attitudes, et comme je le dis, la loi, elle est prévue pour tous, donc on ne pourrait pas après s'abriter derrière le fait que je ne connais pas la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Attention donc à nos attitudes. Pour revenir à votre question, vous me disiez quelles étaient les personnes qui étaient exposées, mais nous sommes tous exposés à la loi. Il est vrai que l'article 393 du Code pénal prévoit comme sanction 1 année à 3 années d'emprisonnement et une amende de 300 000 à 3 millions de francs. Mais s'agissant des peines, généralement les peines s'appliquent aux personnes physiques. Mais le Code pénal a prévu justement que s'agissant des personnes morales, elles puissent faire l'objet de condamnation. Bien entendu, il est impossible de mettre une personne morale en prison. Alors, l'article 96 du Code pénal prévoit que dans le cas où la responsabilité pénale peut être admise, la peine d'amende est prononcée et elle peut être d'un maximum de 5 fois la peine d'amende prévue pour une personne physique. Donc, une personne morale qui se rendrait coupable ou qui aurait organisé, ou qui se rendrait coupable même du délit de mise en danger d'autrui. Par exemple, dans l'exemple pris par Marco, un employeur qui exposerait ses salariés à un danger permanent. Le danger, ça peut être par exemple, bon, c'est vrai que nous n'avons pas d'industrie nucléaire, ce serait par exemple dans le cas d'une centrale nucléaire, le fait de ne pas prendre des précautions et donc qui exposerait les salariés à des irradiations nucléaires. Ça a été le cas en France pour l'amiante, qui était un produit industriel utilisé dans toutes les constructions et qui s'est avéré cancérigène après coup. Et donc, ici aussi en Côte d'Ivoire, dans le cas des déchets toxiques. Mais exactement, exactement. Votre exemple est fort à propos. Il est vrai qu'à l'époque des déchets toxiques, ce texte n'existait pas. Absolument. Donc c'est sur l'infraction de pollution que les mises en cause ont été poursuivies. Mais aujourd'hui, toute personne qui se rendrait coupable d'importation ou d'utilisation de déchets toxiques s'exposerait à la mise en danger d'autrui. En tout cas, ça c'est bien expliqué avec des exemples d'ici et d'ailleurs. Tout à l'heure, on va revenir, Maître, sur les domaines d'application de cette interdiction particulière de mise en danger de la vie d'autrui avec des exemples précis, comme vous en avez le secret. Mais nous allons aller, et vous le savez, on a cette habitude-là de vous interroger afin qu'il y ait une interconnexion de vous et nous, micro-trottoir, avec bien sûr ce que nous pensons. Mais avant d'arriver là, mesdames et messieurs, vous êtes à Matin Bonheur. Notre émission donc sollicite beaucoup d'interventions, dont la pub. C'est pas grave, s'il n'y a pas la pub, Jacques Brou, grâce à sa dextérité, il est très flexible. Hein, il est très flexible. Jacques Brou, où est-ce que vous nous emmenez maintenant? Ce qui est sûr, nous après, on va retomber avec Maître. C'est bon? Peu importe l'endroit où vous allez, nous on vous suit. À vous l'antenne. C'est vous qui... Njani momu coronavirus wa ba menu. Iti esasa ehun esasa benga meunwie na ejina coronavirus nu atinga be clé e fe so atinsu benga be tuye foso yole awa oni OMS be wan yo black clasu e unzi sa nzuenu oni samla tawai maso kusu are nzu kunle e fa papa isa meun e fa muso asan e bonu tango tawe ma so kusu e sakpro nu e botango nu muso aso kako fe pekun nwa yiblo se e aunzima e sanu na ifa isa e kaima oni ebue oni enua se ikakra nga yo sai na ma e diblo ne na ma e tianu akakali kakun ikakra nga yo sai
Trango matin le ma mettre kun o train afien. Et a même pas na etu ebo et train awole. C'est avant où ça cosan fleur 143 en zekuzu fleur 101. Njad momu et ça saïun et ça saïti na coronavirus et grei na yo jasinga e boye klamu ye. Côte d'Ivoire mais yo di lola e ka klamu. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté invite les entreprises publiques et privées, les institutions, les artistes, les sportifs, les organisations de la société civile et les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans la chaîne de solidarité en vue de soutenir les personnes vulnérables face à la pandémie du coronavirus. Les dons sont reçus tous les jours de 8h à 16h sur les sites suivants: Abidjan, cabinet Plateau Tour E, 13e étage, Programme national de cohésion sociale, PNCS, Riviera 4, Fonds national de solidarité, FNS, Riviera Bonhomien. Intérieur du pays, les directions régionales du ministère de la Solidarité. Agissons ensemble pour stopper la propagation du Covid-19 et vaincre ce monstre. Tous responsables, tous solidaires. Infoline 2023 91 75 77 27 87 48 05 20 20 02. An y'an yɛrɛ kɔlɔsi ni wagati na ni coronavirus ye. An y'an yɛrɛ tanga k'an sigiɲɔgɔnw tanga ka fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus kɛlɛ. An ye nin lamɛn ka ɲɛ k'an jogow yɛlɛma. Nin ye kunnafoni ye min bɔra an ya minisiriso yɔrɔ min bɛ an ya kɛnɛyako kunna ani duniya tɔnba min bɛ kɛnɛyako kunna n'o ye OMS ye. K'i tɛgɛ ko ka ɲɛ ni ji saniyani ye ani safinɛ walima safinɛ ji. N'i bɛ fɛ ka tuso walima ka sɔgɔsɔgɔ i jija musɔrɔni ye k'i bolo i bɛ sɔgɔsɔgɔ a kɔnɔ walima ka tuso k'a lafili kɔfɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka foli kɛ an y'o dabila an ye a tu dabila an ni ɲɔgɔn cɛ an ye kungo kɔnɔ sogow o minali walima k'o domuni k'o dabila jama bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ an y'o yɔrɔ tagali dabila mètre kelen an y'o don an ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an y'an jija yaalaba nafa tɛ yaala min na an y'o dabila n'i bɛ fɛ ka kunnafoni sɔrɔ weleli kɛ 143 walima 101 an y'an yɛrɛ tanga ka sigiɲɔgɔnw tanga ka fara ɲɔgɔn kan ka coronavirus kɛlɛ nin ye kunnafoni ye min bɔra an ya gouvernement yɔrɔ. Quand on prend le nombre de personnel dans les entreprises qui ne sont pas véhiculés, alors on va prendre le cas de ceux qui vont emprunter un bus, quelles que soient les mesures de la distance. Ce n'est toujours pas respecté dans le bus, c'est toujours pas limité à 50 personnes, il y a encore des contacts. Et ces personnes-là vont encore aller en entreprise. Vous voyez, là-bas encore il y a des contacts, même s'il y a la volonté de réduire le nombre de personnes, mais il faut dire qu'il y a encore un petit risque. Moi, je suis un magasin de grossistes. On peut recevoir 1000 personnes par jour. Quelles que soient les mesures de précaution des barrières, comme l'État l'a dit, on est toujours en contact de façon directe avec les clients. Donc, je dirais encore que ce n'est pas suffisant les mesures qui ont été prises. Il faut qu'on fasse plus. Présentement, nous-mêmes, aujourd'hui, on vient de fermer le magasin. Moi, je pense que c'est ce qui est la mesure idéale pour empêcher en tout cas la propagation du virus. Pour moi, effectivement, en entreprise, il y a encore des risques que la pandémie continue de se propager. Parce que, bien vrai que les mesures sont prises, mais nous n'arrivons pas toujours à nous protéger totalement. Je prends l'exemple sur le cas de distance, sur les lieux du travail. Encore, le moyen de protection. Certes, on nous demande de se protéger avec des cache-nez, mais les cache-nez, vous savez aussi bien que moi que les cache-nez font seulement que 3 heures. Tout au plus 8 heures. Mais il faut des moyens pour pouvoir renouveler ces moyens de protection. Bien vrai que l'État prend des dispositions, mais ces dispositions sont encore très limitées. Voilà, plusieurs. Ah ouais, franchement, les intervenants ont beaucoup de questionnements et c'est à propos concernant notre sujet. Maître, parlons par exemple de la proximité ou même de la promiscuité dans les bus. Il y a quelqu'un incriminé là? Qui met la vie de qui en danger là? Oui, alors comme je vous le disais, il s'agit d'une obligation particulière de prudence et de sécurité. On touche au domaine du transport, qui est le domaine d'apanage de la mise en danger d'autrui, mais s'agissant du respect du code de la route. Pour faire face aux mesures
de lutte contre la pandémie du Covid-19, il me semble que la SOTRA, pour ne pas faire de publicité, a décidé de ne pas excéder 50 passagers, chauffeurs y compris, dans les autobus. Alors de ce point de vue, si la distance minimale de sécurité est respectée, les choses devraient pouvoir aller. Sauf qu'en pratique, je n'ai pas la science infuse, je ne sais pas si cela est strictement respecté. Est-ce que par exemple, quand 3 passagers descendent à un arrêt, il n'y a que 3 passagers seulement qui soient autorisés à monter dans l'autobus, ou 5 peuvent monter de sorte qu'on excède le chiffre de 50. L'État a décidé de façon arbitraire de retenir 50 personnes. Si on excède les 50 personnes, il pourrait y avoir mise en danger de la vie d'autrui. Mais ceci dit, vous savez, nous sommes dans un domaine qui est tellement nouveau, parce que nous sommes face à une pandémie qui est nouvelle, qui va impliquer de nouvelles habitudes. Ce que le législateur retient, c'est le respect d'une obligation particulière de sécurité et de prudence. De sorte que si une personne, après être montée dans un autobus, arrive à établir qu'elle a été contaminée dans un autobus, cela pourrait exposer donc la responsabilité de la société de transport à des condamnations. Tout comme dans un véhicule, tout comme dans un bureau. Ici, je constate que nous avons observé la distance réglementaire, mais en réalité, vous voyez qu'il faut faire preuve de surveillance constante pour éviter justement d'être mis dans cette situation de mise en danger de la vie d'autrui. Cette infraction est une infraction sociale. Or, l'homme étant un être social, on nous demande désormais d'avoir des précautions, plus de précautions que d'habitude. Absolument, hein. C'est comme on disait pendant l'élément, hein, pendant le sonore de notre très cher Emmanuel Bonzo, c'est une maladie, c'est une pandémie qui frappe à notre civilisation, à tous les pans de notre civilisation. Maître, il y a certains chefs d'entreprise qui ont essayé de prendre le taureau par les cornes en prenant l'alternance ou en essayant de faire en sorte qu'il y ait un strict minimum au niveau du travail. Est-ce que ça fait partie des circonstances vraiment que vous, en tant qu'homme de droit, vous appréciez? Oui, oui. Il s'agit de prendre des précautions. Pour s'adapter. Exactement. Bien entendu, l'entreprise a pour objet la productivité. Ceci dit, il ne faut pas rechercher la productivité au détriment de la santé des salariés, puisque ce sont ces salariés qui permettent à l'entreprise d'être compétitive. Les mesures qui sont prises, comme je vous le dis, nous sommes un peu dans le tâtonnement, mais c'est les juridictions qui vont apprécier si toutes les mesures de prudence et de sécurité ont été mises en œuvre. Mais tout à l'heure, en touchant du doigt l'aspect de la notion de mise en danger d'autrui, en France, j'ai touché le domaine nucléaire, l'amiante, je pourrais toucher à tout autre domaine du milieu professionnel qui impliquerait un risque. Aujourd'hui, par exemple, l'actualité, c'est le personnel médical qui est en première lutte contre cette pandémie. Donc, il faudrait qu'il soit équipé de matériel qui empêche, ou, bon, si je dis qui empêche, je ne dis pas la vérité, mais qui protégerait en tout cas, ou qui rendrait difficile la transmission de ce virus-là d'une personne à une autre. Donc, toute personne travaillant dans un établissement hospitalier devrait avoir l'équipement minimum réglementaire. Mais à la vérité, maître, cette maladie est venue mettre à nu certaines insuffisances. Est-ce qu'on a besoin d'attendre qu'il y ait une maladie, qu'il y ait une pandémie pour donner le minimum vital à des personnes qui travaillent? Je parle par exemple de la banque. Je parle par exemple du caméraman qui doit avoir une tenue particulière par rapport au son, par rapport à la lumière, tout ça. Est-ce qu'on a besoin d'attendre une pandémie pour faire des choses basiques? Vous avez touché des doigts, se mettre aux normes. Il existe des normes dans tous les domaines professionnels. Je suis avocat, il y a des normes pour exercer ma profession. Il y a une structure qui s'occupe de la normalisation dans notre pays. Bien entendu. Et donc, votre interpellation va droit vers ces structures. Ce qui est certain, c'est que c'est un nouveau paradigme qu'il faut désormais adopter. Respecter les règles qui sont prévues pour tous les corps de métier et revenir à des choses basiques de protection de la vie. Parce qu'en tout état de cause, toute l'activité mondiale est à l'arrêt pour un virus qu'on ne voit pas à l'œil nu. Ben oui, mais maintenant, qui est bien présent. remettons-nous en cause, respectons les règles, parce que chaque profession a ses suggestions, a des règles. Quelles règles? Étant entendu qu'à tout moment, on ne pensait pas au Covid-19 il y a 6 mois. Et on ne sait même pas ce qui va arriver. Est-ce que c'est là où on voit le sens de l'anticipation, non? Oui, je pourrais vous dire oui, mais souvenez-vous, il y a 25 ans, 30 ans, c'était le VIH-Sida qui faisait les mêmes ravages jusqu'à ce que certaines précautions, certaines attitudes soient adoptées. Il nous appartient, et c'est ça peut-être le génie humain, de pouvoir faire preuve d'adaptation pour faire face aux challenges qui se présentent à lui. Le Covid-19 nous demande de changer notre manière de vivre
Et je pense qu'il y aura l'avant Covid-19 et l'après-Covid-19. Maître, malheureusement, on va rester dans le pendant Covid-19. Et vous parliez à l'instant de prudence et de sécurité. Quand on sait que ici nos dispositifs de sécurité ne sont pas forcément au diapason avec les mesures édictées par le gouvernement, pour un agent, un employé dans une structure qui sait que c'est vraiment pas possible pour sa structure de respecter, par exemple, la distanciation d'1 mètre, il est en mesure de rentrer chez lui ou qu'est-ce qu'il fait? Alors, on touche de ce point de vue au droit du travail. En France, ils ont prévu ce qu'ils appellent dans le jargon le droit de retrait. Je pense que c'est d'actualité. Oui, ça a été, le droit de retrait. Ça a été manifesté hier avec C'est très en vogue, à tout le monde en parle. Exactement. Alors ici, le droit de retrait n'a pas été prévu. Mais ce qui est prévu, hein, c'est que du point de vue du contrat, le salarié est tenu d'être mis dans des conditions de sécurité, on dirait conditions normales de température et de pression pour pouvoir travailler. Si les conditions ne sont pas respectées, il appartient au salarié d'interpeller son employeur, et si cet employeur est récalcitrant, il faut s'adresser à l'inspection du travail. Et s'il y a une rupture du fait justement de ce que les conditions qui soient prévues, de point de vue sérieux, pas de façon fantaisiste, si ces conditions ne sont pas respectées, si une rupture devrait intervenir, elle serait le fait de l'employeur et non pas du salarié. Parce que tout simplement, des conditions de sécurité ne seraient pas remplies. Là, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Hein. Oui. À beaucoup de choses. Oui, alors, oui. En définitive, la mise en danger de la vie d'autrui, c'est vrai que là, on parle seulement du domaine du travail. Mais est-ce qu'on, dans le volet, le père de famille, par exemple, le père de famille qui est à la maison a plusieurs exemples hein, par rapport à la mise en danger de la vie d'autrui, ses enfants, sa famille, le lieu d'habitation. Est-ce qu'on peut en parler un peu? La violence à la maison, par exemple. Oui, mais alors, s'agissant par exemple de violence physique, violence morale. Il ne s'agit pas principalement de la mise en danger de la vie d'autrui. Comme je vous le disais, c'est une infraction. Un parent qui fait étudier son enfant jusqu'à pas d'heure. Parce qu'il estime que lui, il a été élevé à la dure, donc son enfant doit retenir toutes ses leçons. Un enfant de 5 ans, par exemple, il lui demande de connaître la table de multiplication de 8 fois. Et l'enfant ne dort pas, il ne mange pas tant qu'il n'a pas ça. Ce n'est pas une mise en danger de la vie d'autrui. Non, ça, ce sont des maltraitances. Ça pourrait être admis sous le vocable de maltraitance si l'enfant à personne vulnérable. A une maladie, ça peut être oui, assimilé. Alors, si les médecins et les personnels sanitaires est tenu d'informer les assistants sociaux de toute violence faite en ce qui concerne les enfants, en ce qui concerne le genre, donc le genre féminin. Alors, si un enfant est victime de violence, on ne parle pas de la mise en danger de la vie d'autrui. Il s'agit de violence. Voilà, ne cachons pas les mots. L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, comme je vous le disais... Non, je parle du cas où l'enfant est maladif. L'enfant est malade, il a de l'asthme, il a une pathologie sûre. Et malgré cela, on lui inflige des sévices. Des sévices, oui. Sachant que là, ça peut déboucher sur la mise en danger. Non. Okay. Il s'agit de coups et blessures volontaires ou de violences faites à l'enfant. L'infraction de la mise en danger d'autrui... On voit l'enfant faire des courses pendant le confinement sans protection. Par exemple. Par exemple. Mais encore que, vous voyez que s'agissant du confinement... C'est pas officiellement dit. Bon, le président de la République a pris un décret qui organise l'état d'urgence et qui prévoit finalement un couvre-feu. Tous ceux qui sont dehors après l'heure de couvre-feu se rendent coupables de la violation du décret portant état d'urgence. Et ça se sent. Ils ne mettent pas en danger la vie d'autrui. On parlerait, et les juridictions seraient habilitées à condamner une personne qui, se sachant malade, prend sur elle de façon délibérée de contaminer les autres. Là, on est passé dans une autre sphère. Mais s'agissant de ceux qui se retrouvent dehors, généralement, c'est que les forces de l'ordre ont retenu. C'est vrai qu'après les premiers jours, les premières récriminations, il est prévu d'accompagner les retardataires parce qu'il peut arriver qu'on soit en retard, justement parce qu'on vient au travail, on a un petit bobo en route, un véhicule en panne, le véhicule de transport en commun est tombé en panne. Tout peut arriver. Ne tombons pas dans la répression systématique. Tout à fait. Alors, pour avoir un regard un peu plus large de la mise en danger de la vie d'autrui, sous d'autres cieux, on a par exemple le harcèlement à l'école. Ça peut être constitué comme un danger de la mise en danger de la vie d'autrui parce que des fois, on découle du suicide.
Le harcèlement est réglementé par des textes spéciaux. C'est toujours les violences faites au genre ou à la protection des personnes dites vulnérables. Gardez en tête, il faut retenir qu'on parle de la mise en danger de la vie d'autrui lorsque il y a une obligation. Il faut que le terme est très précis. La loi dit qu'il faut une obligation particulière de sécurité et de prudence. C'est la loi ou le règlement qui dit qui indique cette attitude particulière de prudence ou de sécurité. Et s'agissant donc des enfants qui sont houspillés, on a tous été houspillés à l'école. Hein. Ce n'était pas forcément... Il y a des degrés. Hein, voilà, c'est vrai qu'il y a des degrés. C'est vrai qu'il y a des degrés. Mais si... alors, ces enfants qui sont victimes de harcèlement sont victimes d'infractions, mais qui ne sont pas signalées. Parce que très souvent, les enfants se referment sur eux-mêmes. S'il n'y a pas une personne adulte de confiance pour que l'enfant puisse s'ouvrir, on aboutit malheureusement à ces cas extrêmes. Mais vous savez, le code pénal a ceci de particulier qu'il essaie d'incriminer tous les comportements nuisibles possibles. Mais l'esprit humain est tellement ingénieux que des comportements nouveaux arrivent. Et vous avez vu plein de nouveaux textes que la Côte d'Ivoire dont s'est dotée la Côte d'Ivoire, justement pour réprimer des comportements qui, il y a quelques années, n'étaient même pas envisagés par le législateur. J'ai failli dire docteur. Maître, dans un arrêt rendu le 18 mai 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française a retenu la responsabilité pénale d'un chirurgien, oui, pour avoir effectué des interventions en recourant à du personnel sans qualification requise. Oui. Alors, comme je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu l'occasion d'appliquer ces textes du point de vue de la haute cour, dans la Cour de cassation. Donc, nous sommes retrouvés sous l'empire, malheureusement, de la jurisprudence française. Mais c'est égal puisque le texte prévoit les mêmes incriminations. Alors, ici, nous avons un chirurgien, donc un médecin qui a toutes les qualifications. Mais ce chirurgien doit se faire assister par un personnel qualifié. Dans le cas qui a abouti à la mise en danger de la vie d'autrui, ce médecin, qui est un médecin qualifié, chirurgien, a recouru à des personnes qui n'avaient pas les diplômes habilités pour participer à une intervention chirurgicale. Le cas ne dit pas que le patient est décédé. L'intervention a eu lieu, mais le fait que des personnes qui ne soient pas habilitées, imaginons que vous et moi soyons appelés à venir assister un chirurgien, il y a un souci. À moins que ce soit pour un reportage. Bon, encore que... Pour chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine, voilà. Alors, nous avons directement avec lui, très bien. Dans ce cas-là, justement, la Cour de cassation française a retenu que ce chirurgien avait mis en danger la vie du patient, malgré le fait qu'il ait toutes les qualifications, lui. Mais le fait d'avoir recouru à des personnels non qualifiés a exposé donc la vie de ce patient, donc la mise en danger. Et toujours dans ce giron-là, il n'est pas rare de voir, par exemple, lors d'interventions chirurgicales, pour, on va dire, des interventions bien précises, le chirurgien s'octroie le droit de faire autre chose. Dans ce cas-là, il peut être poursuivi pour la mise en danger de la vie d'autrui. Alors, si le chirurgien est sorti de son cadre d'intervention, voyez que je suis en train d'hésiter. Alors, en Côte d'Ivoire, tout à l'heure, enfin, depuis quelques minutes, nous parlons de la mise en danger de la vie d'autrui. Mais il faut retenir que le code pénal, a prévu à l'article 392, je crois, l'article qui précède l'article 393, qui est la mise en danger d'autrui, l'infraction d'homicide et de blessure involontaire. Hein? Cette infraction dite de blessure ou d'homicide involontaire consiste, alors quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause ou cause des blessures. Donc tout médecin qui s'affranchirait des règles de la profession et qui causerait un dommage s'exposerait plutôt à des blessures involontaires ou un homicide involontaire, puisque l'apanage du médecin n'est pas de tuer son patient, c'est de le soigner. Mais toujours est-il que si nous ne rentrons pas dans ce cadre-là, on pourrait envisager effectivement la mise en danger de la vie d'autrui, mais c'est la jurisprudence et les juridictions qui vont déterminer précisément s'il y a mise en danger, et voilà. Alors, un autre cas de figure, hein, un capitaine de bateau, de navire, qui, pendant une traversée, prend du personnel en surnombre. Et ça, on peut le comparer à ce qui se passe dans notre pays. Pendant Paquinou, il n'est pas rare de voir des propriétaires de cars prendre des personnes qui sont pratiquement sur le toit du véhicule. Alors, est-ce que ça, c'est une mise en danger de la vie d'autrui? Oui, oui.
C'est l'un des premiers domaines dans lequel justement la loi a prévu la mise en danger de la vie d'autrui. Dans l'exemple, dans cette affaire, c'est le capitaine d'un navire qui avait admis sur son navire, un navire qui était prévu pour recevoir 500 passagers, on avait admis 112 de plus. Le voyage s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu d'avarie, mais les juridictions ont retenu qu'il était coupable d'avoir mis en danger la vie d'autrui parce qu'en cas de survenance d'une avarie, d'un naufrage, d'un accident, il n'y aurait pas eu le dispositif nécessaire pour 112 personnes sur les 500. Parce que naturellement, quand il y a 500 passagers, il y a au moins 112 vestes de sauvetage. Pardon, 500 vestes de sauvetage. Donc 112 passagers n'auraient pas pu avoir ces vestes de sauvetage et on se serait retrouvé dans une hypothèse un peu comme dans le Titanic. Exactement. Ce qui a causé le désarroi dans le Titanic, c'est qu'il y avait moins de canots de sauvetage que de passagers. Et donc, manifestement, ce capitaine a été condamné pour mise en danger de la vie d'autrui. Et nos cas ici, Pakinou, est-ce qu'un passager, Alix et moi, nous voyageons et nous voyons que vraiment est-ce qu'on peut porter plainte contre la compagnie, même si on est bien arrivé? Mais bien sûr, mais vous voyez qu'en fait, nous avons des circonstances factuelles. C'est que vous portez la plainte contre la compagnie, on vous demandera de prouver que vous étiez en surnombre. Vous avez des photos? Oui, c'est une infraction pénale, la preuve se fait par tout moyen. Vous voyez, en tout état de cause, si dans un cas, déjà, dans cette atmosphère ou dans cette période de lutte contre le Covid-21, le cas doit être... Pardon. Autant pour moi. Quand on reste en 19 autant pour moi. Voilà. Autant pour moi. Alors, le quart déjà doit être en principe rempli à moitié, sinon au tiers ou au quart. Alors, un quart déjà qui est plein, ça pose un problème. A fortiori, s'il y a un surnombre, là, on est... Alors, on va rester toujours en mer avec l'exemple du bateau. Actuellement, se pose un problème sur la Méditerranée avec 2 bateaux qui naviguent sans trouver d'endroit où accoster parce que tous les pays refusent qu'ils accostent. Est-ce que c'est responsable? Et au sein, à l'intérieur de ces bateaux, on a déjà des déclarés de Covid-19, j'ai failli dire 21, de Covid-19 et 4 morts déjà. On peut poursuivre les différents responsables des pays qui refusent que ces bateaux-là accostent de mise en danger de la vie d'autrui? Pas directement sous l'incrimination de mise en danger de la vie d'autrui. Vous savez, les États il existe des conventions internationales qui consistent à aider ou à admettre sur son sol des personnes qui sont en détresse. C'est le cas. Hein. Vous voyez, cette crise que nous traversons vient remettre en cause, comme je le disais, notre façon de vivre. En principe, tous les pays sont censés admettre sur le sol des personnes qui sont en détresse. Il se trouve que, vu la vague d'immigration clandestine que l'Europe a constatée, ils se sont emmurés. Mais en s'emmurant, aujourd'hui, la situation est telle que le continent le moins atteint, c'est le continent africain. Je ne le souhaite pas, mais imaginons que le continent européen soit pratiquement invivable. Tout le monde reviendra en Afrique. Voyez. Mais votre exemple est fort à propos. Les conventions internationales obligent les États à recevoir ces personnes. Il me semble, ça c'est l'actualité, je pense qu'avoir noté qu'il y a 2 jours, le Portugal avait régularisé les immigrés pour pouvoir justement pour pouvoir leur permettre de bénéficier des soins de lutte contre le Covid-19. Maître, un cas aussi très très important, un exemple que beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que la situation d'état d'urgence amenuise tant soit peu ou dilue cette situation de mise en danger de la vie d'autrui? Ah non, c'est l'état d'urgence, donc bon, il faut s'attendre à ça. Bon. Alors, l'état d'urgence est une circonstance exceptionnelle. Hein, vous avez vu le chef de l'État qui s'est appuyé sur une loi de 1959, donc prise avant notre indépendance, qui est une période durant laquelle les droits des citoyens sont restreints. Par exemple,
Aujourd'hui, il nous plairait d'aller partout où nous voulons, mais sauf que depuis le dimanche, nous sommes tous confinés à Abidjan et nous ne pouvons plus sortir. On peut arriver jusqu'à Bassam. Oui, c'est Abidjan. On va dire c'est Abidjan et le Grand Abidjan. Bon, ce sont des mesures restrictives de liberté. Qu'est-ce que ça implique pour la mise en danger concrètement, pour le juriste? Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport? Quelle corrélation on peut faire avec la mise en danger de la vie d'autrui? En principe, il n'y a pas de corrélation avec la mise en danger. En principe, il n'y a pas de corrélation. Il nous est demandé de rester là où nous sommes, dans un sens de... Écoutez, c'est la politique sanitaire de la Côte d'Ivoire qui est décidée par les hautes autorités qui nous disent, pour empêcher que nous ayons un fléau national, il y a des cas déjà à Abidjan, restez à Abidjan pour ne pas que ça s'étende. Alors, comme je le disais tantôt, nous ne sommes pas malades, mais dans l'hypothèse où nous sommes malades, si nous avons fait interdiction de nous éloigner d'un endroit et on nous prend à quelques kilomètres de là, là il y a mise en danger de la vie d'autrui. Parce que, manifestement, on fait courir un risque aux prochains, à nos proches. Mais s'agissant d'une personne qui est en bonne santé, qui n'est pas diagnostiquée comme étant malade, qui n'a pas un comportement à risque, mais comme je l'ai dit, qui se retrouve dehors après 21h, 21h15, 20... Bon, là encore ça passe, mais quelqu'un qui se retrouve dehors à 1h du matin, sans être habilité par la loi, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il fait dehors à cette heure? En ce moment, on se pose des questions. Et vous avez vu que toutes ces personnes qui ont été prises après l'heure du coup-feu ont été déférées devant les tribunaux et condamnées. Condamnées sous la base justement de la loi de 1959 qui prévoit l'état d'urgence. Et la loi nous dit, par exemple, ces infractions sont punies d'un emprisonnement d'un an à 3 ans et d'une amende de 20 000 francs à 2 millions de francs. À l'époque, en 1959, on parlait de 2 millions de francs. Donc, imaginez ce que ça devrait valoir aujourd'hui. Ouais. Mais c'était 20 000 francs aussi, hein, pour tenir compte aussi de l'époque. Tout ça, tout simplement pour nous dire, soyons respectueux des lois et je pense que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors, Maître, on a envie de nuancer un peu hein, sur le dernier cas avec, on va dire, le confinement d'Abidjan qui a été reporté à dimanche. On a eu un phénomène ici à Abidjan, la ruée des populations vers les gares pour se rendre en confinement dans leurs différentes localités. Bon, ce n'est pas de la mise en danger de la vie d'autrui quand on sait que peut-être que des personnes étaient malades et elles sont parties. C'est exact, mais alors on va donc analyser les situations au cas par cas. Hein, on peut le déplorer parce que ce que j'ai pu noter en Chine, à Wuhan, c'est que les autorités ayant décidé le confinement ont mis en œuvre la mesure de façon immédiate et avec surprise. Les gens sont retrouvés confinés. C'est la surprise. C'est l'effet de surprise. Okay. Ici, on a informé et on a laissé un délai pour que les gens puissent... Ils sont sortis. Alors, naturellement, ils sont sortis. Il faut prier que ceux qui soient sortis soient des gens sains. On va tous prier. Alors, voilà. Dernière question. Est-ce que ce qui s'est passé à l'INJS est une mise en danger de la vie d'autrui? D'une certaine façon, oui. Merci beaucoup, Maître, d'être resté en notre compagnie, d'être venu. Il est 24. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce matin bonheur, pour parler de l'état du droit, l'état des droits relativement à la mise en danger de la vie d'autrui. Matin bonheur revient toujours demain, toujours avec le même plaisir. Réalisation, Monsieur Jacques Brou et toute sa magnifique équipe. Ciao, ciao. Hey, vous dormez? Réveillez-vous. Levez-vous, bon sang. On parle de coronavirus. Coronavirus est une maladie grave qui fait beaucoup de dégâts et qui tue beaucoup de personnes à travers le monde entier. Voilà les quelques mesures qu'il faut respecter pour éviter coronavirus. D'abord, il faut éviter les contacts proches, c'est-à-dire mettre 1 mètre de distance entre les autres personnes et vous, surtout quand la personne tousse, éternue ou a de la fièvre. Car quand la personne tousse, ça peut projeter le virus en l'air. Si vous êtes à côté de cette personne, vous allez respirer et vous serez contaminé. Évitez de toucher vos yeux, vos bouches, vos narines, vos nez là. Évitez de toucher, car c'est des zones sensibles qui peuvent facilement contracter le virus. Parce que vos mains là, se promènent partout, sur les placards, sur les voitures, surtout l'argent. L'argent, vous comptez l'argent matin, midi, soir. Mais l'argent est un vecteur de transmission du virus. Évitez de toucher vos zones les plus sensibles avec vos mains. Évitez les rassemblements de foule, les lieux où il y a beaucoup de monde. Évitez les maquis, les restaurants,
coin où vous savez qu'il y a plus de 50 personnes, évitez. Mais il y a une règle d'hygiène respiratoire qu'il faut observer. C'est-à-dire, c'est-à-dire au cas où vous toussez, pliez votre coude, toussez à l'intérieur ou éternuez à l'intérieur. Ou encore, si vous voulez, prenez un mouchoir, toussez à l'intérieur ou éternuez à l'intérieur et après vous emballez et vous jetez dans une poubelle bien fermée et vous lavez les mains. Et surtout, n'oubliez pas de laver régulièrement, constamment, fréquemment vos mains avec une solution hydroalcoolique ou de l'eau et du savon. Merci. Si vous observez ces mesures, vous allez rester en bonne santé. C'était moi, j'ai fait ma part. Dieu vous bénisse.